Kinobro présente un podcast de cinéma des frères Chanteau. Attention, ici, on spoil comme des porcs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Kinobro, le podcast cinéma des frères Chanteau. Je suis Sébastien et je suis avec mon frère Nicolas. Bonjour. Et nous allons parler de cinéma. On remercie Nicolas Gruber pour ses imitations grâce à sa voix incroyable et protéiforme, Thomas Hatcher pour son superbe pastiche de John Williams, Et Hugo Bagnarosa pour les conseils graphiques, mais surtout d'avoir été notre premier auditeur. Veuillez noter que l'épisode que vous allez entendre a été enregistré il y a quelques mois, et depuis nous avons investi dans un nouvel équipement pour le son. Ainsi, nous espérons que la qualité sonore sera tout de même suffisante pour votre écoute. promis, on va s'améliorer. Et on vous souhaite un bon épisode. Bon épisode. Et donc aujourd'hui, c'est quoi le film dont on parle, Seb? C'est quoi le film? Eh bien, on va commencer par une des sorties qu'on attendait le plus donc cette année 2022, on n'a pas attendu longtemps. C'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, l'un des héros du cinéma américain, j'allais dire du jeune cinéma américain, mais il est plus tout jeune déjà, hein, Paul Thomas Anderson. Mais c'est vrai que c'est un des grands réalisateurs américains qui est encore en activité. Il continue de faire des films, c'est son 9e long métrage. Ça se passe du coup à San Fernando. Mais avant, peut-être que tu veux nous expliquer un petit peu les éléments biographiques un peu de Paul Thomas Anderson. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, après sinon, allez voir Wikipédia. Exactement, puisque c'est on va dire une restitution de l'affiche là qu'on va faire très très vite. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que bon, on revient sur sa fiche biographique parce que Licorice Pizza est un film qui justement est. Tu dis Licorice Pizza? Je sais pas, il faut dire licorice ou licorice. Je sais pas, ou je sais rien. licorice. Je sais pas comment ça se prononce. On va le prononcer à la française pour pas qu'il y ait de... Licorice Pizza. Donc Paul Thomas Anderson, il est né en 70 à Studio City en Californie et il a fait ses études dans la vallée de San Fernando. Il est très très vite, il s'est destiné au cinéma et il a eu envie de faire ça. Par contre, contrairement à certains de ses contemporains, il n'a pas fait d'école, il a préféré se diriger directement vers la fabrication de films en se disant que ce serait son école à lui. Il a travaillé pour la télévision, des téléfilms, des plateaux télé, avant de réaliser son premier film en 1996, son premier long métrage, qui s'appelle Double Mise, Hard Eight, avec John C. Reilly et... je me souviens plus. Philip Baker Baker Hall, exactement. Hard Eight, moi, que je n'ai pas vu. Toi, tu l'as vu? Moi, je l'avais vu. C'est un film, j'en ai des très très vagues souvenirs, mais c'est vrai qu'on sent vraiment pour le coup, premier film, brouillon, d'éléments qui reviendront dans Boogie Nights et Magnolia, quoi. L'année suivante, il enchaîne en 97 avec Boogie Nights, qui est un film placé sous en gros, qui raconte le passage des années 70 aux années 80 dans l'industrie du porno. Oui, à travers le personnage de Dirk Diggler. Enfin, en fait, je sais plus, ça c'est son alias dans le film. Ouais. Mais disons, c'est Mark Wahlberg qui joue un jeune qui va devenir une star du porno grâce à la taille de son membre. Voilà, donc c'est une espèce de chronique des années 70 à travers son histoire avec énormément d'acteurs. C'est le film qu'il a un petit peu mis sur le devant de la scène. Et j'aurais tendance à dire moi que c'est un peu un pastiche, du moins qu'il est énormément proche du cinéma scorsésien. Voilà. Après, donc, faisons les films qui suivent assez rapidement. Bien sûr. Donc en 80, je crois que c'est en 98, il enchaîne avec Magnolia. Lion d'or. Qui en je crois, Ours d'or. Pour le coup, lui, je crois qu'il a vu... il a eu quelque chose en or. Je crois qu'il a eu un truc en or, ouais. Qui, lui, pour le coup, est placé sous le patronage de Altman, puisque c'est un film choral sur une communauté. Je ne sais pas si ça se passe déjà en Californie. Je crois que oui, ça se passe à San Fernando. Donc, Licorice Pizza, je ne sais pas. Licorice Pizza. Pizza à la réglisse. Pizza à la réglisse. Donc, il renvoie évidemment au vinyle. Ça raconte quoi? Le pitch, en fait, c'est l'histoire donc de Alana Kane. Haim. Non. Elle s'appelle comment? En fait, l'actrice s'appelle Alana Haim et le personnage dans le film, dans la digeste, s'appelle Alana Kane. Donc, Alana Kane qui est assistante en fait pour un photographe. Et ça commence au moment où elle tire des portraits en fait pour des jeunes
lycéen, je crois, il me semble que c'est au lycée, et elle rencontre Gary Valentine qui est un jeune ado qui a 10 ans de moins qu'elle, parce qu'elle elle a 25. Donc lui, il a 15 ans, elle a 25 ou 28, on sait 28, on ne sait pas exactement, c'est un petit peu trouble, et le film d'ailleurs joue un petit peu sur ce flou là-dessus, qui en gros tombe complètement red dingue et lui annonce qu'ils vont se marier ensemble et qu'ils vont avoir que c'est la femme de sa vie. Voilà, c'est la femme de sa vie. Donc il est assez assuré, en tout cas pour son âge. Et à partir de ce point de rencontre, le film va construire une sorte de chronique sur leur relation et sur les différentes, on va dire, les différentes choses qu'ils vont faire durant cette période des années 70 à la vallée de San Fernando. C'est-à-dire que Gary, on va le voir entre guillemets évoluer en tant qu'entrepreneur. Et Alana, elle, se cherchait en tant que, elle se posait des questions si est-ce qu'elle, de ce côté-là, elle reste avec ce Gary qui est quand même un enfant, ou est-ce qu'elle essaie de tracer sa voie malgré le fait qu'elle a un peu de mal à savoir ce qu'elle veut dans la vie, quoi. Voilà, parce qu'elle est un peu paumée, quoi. Alana Kane, qui, du coup, est toujours chez ses parents. Et on sent qu'elle n'a pas de direction précise, alors que Gary, qui est donc du coup plus jeune, est beaucoup plus, a beaucoup plus, comment dire, de volonté de s'affirmer et de s'épanouir dans le rêve américain et dans le capitalisme à travers l'entrepreneuriat. Voilà, alors on va préciser, on va tout spoiler, le but c'est de discuter du film dans tout son ensemble. Donc bon voilà, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et sinon, de toute façon, voilà. Dans tous les cas, je pense dans ce podcast, de toute manière, on va spoiler généralement, parce que c'est difficile de discuter du film. Nous, on va pas faire de guide, faut-il voir, faut-il pas voir le film. Si on en parle, c'est que de toute façon, il faut voir le film de toute manière. Et donc voilà, on va spoiler comme des cochons. Exactement. Divulgation. Alors, du coup, est-ce que tu peux, Nicolas, nous parler de ton ressenti synthétique sur le film? Ouais. Disons, ouais, moi c'est vrai que j'avais été vraiment emporté par son précédent film, Phantom Thread, qu'il avait tourné avec Daniel Day-Lewis et qui racontait un petit peu une sorte d'histoire d'amour entre un homme qui fabriquait des robes et une de ses... L'artiste et sa muse. Voilà, exactement, quoi. Et le film, ce film-là, globalement, ouais, je l'ai apprécié. Mais c'est vrai que par rapport, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de retour en arrière dans même la manière dont Paul Thomas Anderson avait réussi à s'émanciper en fait de ses maîtres dans ses précédents films. Là, j'avais la sensation qu'il revenait vers un terrain peut-être plus connu, plus classique, et qu'il était très justement dans le référentiel, dans la nostalgie, chose qu'il avait réussi un petit peu à évacuer dans ses derniers efforts, quoi. Donc j'ai apprécié le film, je trouvais qu'il y avait il y a de très très belles scènes. Après j'ai quelques réserves personnellement sur, je pense que c'est pareil, hein, sur le scénario, quoi. Et la conclusion du film. Ouais, alors moi en fait, je suis un peu comme toi, je trouve que Phantom Thread c'était vraiment un des films que j'ai préféré récemment de Paul Thomas Anderson. Oui, comme toi aussi, voilà, je trouve Phantom Thread, après il n'était pas totalement dénué d'influence de grands maîtres, hein. Je pense que pour moi Phantom Thread c'est un de ses films les plus Hitchcockiens, hein, parce que c'est un film sur le couple, et celui-là du coup est aussi un film sur le couple finalement, mais il regarde plus le cinéma des années 70, et c'est vrai qu'il est... Alors c'est compliqué parce qu'on pourrait dire qu'il se référence à lui-même, parce qu'il a fait aussi déjà des films dans les années 70, et aussi peut-être d'autres grands réalisateurs de l'époque. Je trouve aussi que même formellement, il reprend aussi de l'esthétique parfois des années 70, notamment avec l'usage des longues focales qui, c'était une nouvelle façon de... Enfin, les longues focales existaient, mais du moins qu'avec les appareils zoom ou quoi, il y avait quand même aussi une utilisation assez régulière des longues focales, même notamment chez Altman, dans les années 70. Je ne suis pas enthousiasmé par le scénario. Moi, je ne pense pas que le scénario soit une contrainte quand on fait un film, hein. Je pense que c'est une condition aussi de sa réussite. Je pense que c'est compliqué. La densité de certains scénarios peut un peu cadenasser la mise en scène ou cadenasser des éléments qui sont propres au cinéma. Là, pour le coup,
le fait qu'il soit un peu en dehors de certains codes dans la comédie romantique lui permet d'atteindre certaines choses qui sont vraiment excellentes, certains moments qui sont vraiment enthousiasmants. En fait, c'est pas un film qui se base, on va dire, sur la psychologie des personnages, quoi, tant que ça, quoi. C'est pas ça c'est pas le parcours Oui, intérieur qui est si important, en fait. C'est pas le guide, en tout cas, c'est pas ce qui structure le récit, quoi. Et on est habitué, peut-être encore plus avec les séries, ouais, d'avoir un espèce de... c'est l'identification au personnage, et du coup, on regarde les persos. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que je pense qu'il essaie quand même d'avoir un petit peu le parcours de jusqu'au moment où Lana va dire qu'elle aime Gary et compagnie. Mais je trouve qu'il ne se donne pas tant finalement d'armes pour construire correctement cet arc. Même si, bon, après le film a énormément de qualité. Hein. Mais voilà, donc je pense que c'est un film intéressant, c'est pas celui que j'ai préféré. Mais on va rentrer dans le vif du sujet pour parler un peu plus de qu'est-ce que le film fait ou qu'est-ce que le film ne fait pas et qu'est-ce que c'est que ce film, quoi, comment il se positionne par rapport à la filmo de Paul Thomas Anderson, par rapport au cinéma américain, aux comédies romantiques en général. On peut commencer peut-être par le genre, un des genres qu'il investit avant la comédie romantique, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, le genre de la chronique. Ouais. La chronique, du coup, donc, comme son nom l'indique, c'est lié au temps, hein, parce qu'il y a Chronos, le dieu Chronos grec, dans l'étymologie. Et c'est l'idée, en fait, de retranscrire les faits de manière chronologique, tout en fait, les mettant au même niveau. C'est-à-dire que la chronique, dans un récit classique, en fait, qui n'est pas une chronique, on va voir que les faits les plus importants qui sont importants pour l'intrigue et pour ce qui arrive au personnage. Là, pour le coup, il va y avoir des éléments qui ne sont pas forcément importants, qui vont être intégrés, ou des éléments qui paraissent anodins. Voilà, et c'est aussi, je pense, donc du coup, c'est idéologique, parce que, bon, de penser que tel élément a un effet psychologique, voilà, c'est compliqué. Dans nos vies, les éléments, même les plus anodins, peuvent nous travailler secrètement et peut-être aussi nous bouleverser. Du coup, ça peut être intéressant, voilà, du coup, d'avoir cette forme-là, quoi. Et moi, ce que je pourrais dire, peut-être déjà pour commencer, avant de aussi te laisser répondre un peu sur ce thème, c'est que c'est un film, en fait, qui donne l'impression qu'il est tourné en un seul été, en fait. Or, ce n'est pas le cas, quoi. On a l'impression, en fait, vous savez, donc c'est la fin de l'école. Le film commence, en fait, avec quand même, c'est la photo de classe, et du coup, pourquoi on ne voit pas les gens en cours, voilà, du coup, tu as l'impression que c'est un été permanent. Parce que c'est vrai que du coup, on comprend que Gary ne va pas faire d'études. Voilà, il se lance dans une espèce d'entrepreneuriat, du coup, où il y a un été permanent. Voilà, donc il va commencer à faire plein d'entrepreneuriat. Il va se lancer comme entrepreneur et va se mettre à faire ses lits de matelas en eau. Mais c'est vrai que ouais, ce que tu disais sur la question de la chronique et moi ce qui m'a marqué, c'est vrai sur ce film aussi, c'est la proximité qu'il y avait au final avec un autre film qui est sorti il y a 2 ans. C'était le film donc Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino qui au final a quand même une stratégie assez proche de celle de PTA, c'est de nous faire sentir un petit peu un lieu et être dans une espèce de vase clos spatio-temporel, mais il n'y a pas exactement les mêmes stratégies de mise en scène qui ont été déployées en fait sur l'un et l'autre des 2 films, quoi. Tout à l'heure, tu parlais par exemple de l'utilisation de longue focale pour généralement quasiment qui est utilisé pour l'esthétique du film. C'est vrai que ça m'avait marqué parce que c'est vrai que sur le Tarantino, bon, on en pense ce qu'on peut dire, voilà, critiquer ce qu'il y a. Moi j'en pense du bien. Hein. Pour l'avoir revu, je pense que c'est vraiment un super film. Malgré la fin, Tex Avery, mais c'est vrai que moi c'est vrai qu'il m'avait. Même si oui, on peut toujours commenter. Oui, il faudra rentrer dans le détail, mais c'est encore notre sujet. C'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'un des trucs qui m'avait vraiment marqué sur ce film, c'est la sensation d'espace, quoi, et de temps. Tu avais la sensation d'être immergé dans. Il y avait de la durée, ouais. Il y avait de la durée. Là aussi, il y a de la durée, mais paradoxalement, je me suis senti quand même au final assez extérieur quand même malgré tout, à cette pas entièrement pris en fait dans cet espace-temps en fait. Ouais. C'est vrai que par rapport au Tarantino, la durée chez Tarantino, ça va être avec des scènes un petit peu plus triviales qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale. Genre Cliff Booth, donc le personnage de Brad Pitt qui donne de la pâtée pour chien. Ouais. Je sais pas moi, Cliff Booth encore qui conduit sa voiture en descendant, en traversant les rues et avec la musique et compagnie. Il y a moins de scènes comme ça en fait finalement. Il y a plus une connexion de petites scènes qui paraissent
déconnecté d'une intrigue forte parce que voilà, c'est la vie, voilà. Donc on voit qu'ils essaient de faire fleurir leur business, on voit ils croisent tel personnage, ils croisent tel. Après, bon, on en parlera après par l'aspect comédie romantique, mais il y a quand même non narratif. Hein. On va dire que l'intrigue qui tient un peu tout ça, c'est l'intrigue romantique, l'intrigue basée sur la relation entre les deux personnages. Voilà, c'est ça qui donne un peu d'unité, un peu. Sinon, il y en a pas vraiment. En fait. Dans le Tarantino. Je pense que Tarantino est un meilleur dramaturge, quand même. Je pense que Paul Thomas Anderson. Hein. Même si, bon, c'est pas question de faire des concours entre les deux, mais Tarantino a un plaisir, je pense, plus narratif, là où je pense qu'il est. Enfin, comment dire, les personnages de Tarantino étant plus haut en couleur, ils sont un peu plus proches du cinéma que de la vie. Alors, moi, je dirais que la réussite des films de pitié, de celui-là en particulier, c'est plus des personnages qui sont plus proches de la vie que du cinéma. Je sais pas si tu me suis sur ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je pense aussi que ça vient aussi Enfin voilà, parce que moi je revenais là-dessus, parce que c'est un film en fait qui est pétri, enfin je trouve qu'on sent qu'il est vraiment, on sent qu'il revient sur sa propre enfance, PTA, et qui a presque un côté même film doudou, quoi, tu vois. Il revient, il refilme en péloche, bon, parce que c'est... parce que c'est vrai que ça aurait été peut-être bizarre de tourner Tarantino en aussi la tournée. Alors c'est 69 pour Tarantino, je crois, l'année où se déroule la diégèse. Ouais. Là c'est 73. Ah, c'est 73, d'accord. Mais oui, je te voulais pas tout. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, au final, le côté très, parce que je pense qu'il a choisi d'utiliser des longues focales pour avoir un côté plus justement. Mais pour moi, il est sur les personnages. Ouais. Il est sur ses acteurs, je pense. C'est vraiment ça la différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sur des acteurs, Tarantino, mais je pense qu'il y a l'idée de les plonger aussi. C'est les personnages de cinéma, plus. Et du coup, comme il travaille dans le cinéma est aussi important qu'eux. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on est plus du côté de je disais de la vie, ou du moins de ses souvenirs. Et du coup, c'est vraiment, on isole les personnages. Les longues focales, en fait, ça a tendance à planir du coup le décor derrière le sujet qui est filmé. C'est-à-dire que il y a beaucoup de flou en général chez les personnages, chez les plans focaux comme ça, derrière le personnage, et ça isole le personnage, ça le met à l'avant-plan. Voilà, moi globalement, je pense que c'est fécond de penser ça, de penser leur différence comme ça, quoi. Ouais. Moi, j'ai la sensation qu'il crée une sorte d'univers Tarantino dans lequel tu te plonges dans le film. Mais il est, je pense, très stratège sur comment il raconte, comment il est introduit à cet univers. Là où Paul Thomas Anderson est moins stratège. Mais c'est pas un défaut. C'est-à-dire qu'il a plus un souci, je pense, Hitchcockien, on va dire, Tarantino, de ok, le spectateur, qu'est-ce qu'il sait pas. On va te montrer comment ça se passe sur un plateau de cinéma. On va te montrer DiCaprio qui vit ses lignes et compagnie. Là, on va dire que Paul Thomas Anderson, c'est d'abord le personnage. Et si le personnage, en fait, met en danger, c'est pas mettre en danger, mais est un peu moins pédagogue dans vulgarisateur dans qu'est-ce que c'est cette époque, qu'est-ce que c'est ce moment, c'est pas grave, c'est le personnage qui va primer en fait. Et moi pour ça je pense qu'il y a un côté nouvelle vague un petit peu dans ce film. Je pense qu'il y a un côté nouvelle vague et je pense que c'est ça aussi qui plaît beaucoup à la presse française. Ouais. Voilà, mine de rien parce qu'il y a aussi une découverte de deux acteurs, quoi. Il y a aussi donc du coup Alana Haim du coup qui est une chanteuse avec qui Pitié a tourné quelques clips. Voilà, enfin elle fait partie d'un groupe du coup avec ses sœurs là qui jouent aussi dans le film, et donc le fils Hoffman, c'est les deux acteurs qui c'est vrai qu'ils font des performances tout à fait alors ça fait un peu comment dire, je veux pas avoir du jargon journalistique, mais c'est vrai qu'ils sont bien. Et pourquoi ils sont bien en fait? Pourquoi ils sont bien en fait? La question c'est pourquoi ils ressortent. D'un côté Tarantino qui offre donc à Brad Pitt un truc de composition un petit peu, un rôle de composition. Mais de l'autre côté, tu as Paul Thomas Anderson qui, du coup, offre à ces deux acteurs d'entrer dans le cinéma. Voilà. Mais avec leur nouveauté, en fait. Oui. Voilà. Et ils ne sont pas encore avec tous les trucs. Et leur idiosyncrasie, là où je pense... comment dire, chez Tarantino, il propose des personnages bigger than life. Tu sais que c'est des personnages de cinéma, en fait. Là où je pense que Paul Thomas Anderson, justement, tu as une part de... Il cherche, à mon avis, il a plus une stratégie de récupérer une partie de ce qu'ils sont eux pour le filmer et le montrer à la caméra, quoi. Entre guillemets, leur naturel, tu vois. Tu sens que c'est des personnes, entre guillemets, vraies, qui existent. Je pense en fait que, disons que Tarantino, de toute façon, il part du personnage dans l'écriture.
Il a écrit son film, il part du personnage. Et même s'il a des acteurs en tête, voilà, c'est le personnage. Comme les Cohen, en fait, un petit peu. Ouais. Là, je pense que pour le coup, Pitié, il part des acteurs. Et il le dit d'ailleurs dans son désir de film, c'est de filmer telle actrice. Il voulait filmer Alana Haim, il voulait filmer Cooper Hoffman, voilà. Et du coup, je pense que c'est ça la différence. Et en fait, c'est là où les deux films sont différents, mais il y a les acteurs quand même au centre du truc. Tu vois, Non, c'est vrai. donc c'est pertinent en fait leur comparaison, la comparaison entre les deux films. Et c'est marrant parce que bon, il arrive aussi qu'il va y avoir le film de James Gray qui s'appelle Armageddon Time. Alors, Armageddon Time, c'est difficile à dire. Qui se passe qui se passe dans, je pense, dans la jeunesse de James Gray, je suppose, parce que j'ai vu qu'il y avait un jeune acteur roux qui, je me suis dit bon ben voilà l'acteur qui va jouer James Gray jeune. Mais il y a beaucoup d'acteurs de réalisateurs pardon qui reviennent dans les années 70. Il y a quand même, ça dit quand même un truc un peu, je me demande qu'est-ce que ça dit du moins du cinéma américain quoi à l'heure actuelle. Il y a l'idée aussi, je pense, dans ce film-là de filmer la jeunesse et de filmer un truc galvanisant quoi, de l'énergie de la jeunesse. Et pour moi, cette idée que la jeunesse, elle va emporter, elle va faire bouger les choses, elle va amener de la nouveauté, c'est dans la figure de la course dans le film, la figure cinématographique du travelling qui suit une course. Il y a énormément de travelling qui suivent des courses dans le film. Même à la fin, du coup, il y a deux travelling qui se rejoignent. Du coup, enfin, non, c'est pas des travelling, je dis n'importe quoi. C'est les plans fixes. Non, à la fin, quand ils se rencontrent tous les deux, à la réunion. Il me semble, peut-être qu'il y a des travelling, t'as raison. Si, peut-être il y a deux travelling à un moment qui les suivent. On n'a pas revu le film, on l'a vu qu'une fois. Je crois qu'il me semble, alors en tout cas ils sont tournés en longue focale, un petit peu comme la course de Tuco dans Ecstasy of Gold, quoi, la scène quoi. Ah, toi tu pensais à ça? Moi je pense que c'est... c'est le même procédé en tout cas. C'est le même procédé, ouais. C'est une longue focale qui donc donne une impression sur place du personnage dans sa course et en même temps qu'il y a un arrière-plan qui devient tellement flou qu'il est réduit à une forme d'abstraction, de flou et de couleur quoi. Oui, mais du coup, bon, pour préciser, pour ceux qui n'ont peut-être pas la référence, c'est dans Le Bon, la beauté, le truand. Voilà. Ce que tu fais référence, c'est tout court. Après, moi, je pensais plutôt un des films aussi, moi, à mon avis, auquel il y a comment dire, je sais pas à quel point c'est conscient ou pas, mais il y a effectivement le lauréat, The Graduate de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, parce que l'intrigue déjà est assez similaire. Il y a l'histoire d'une relation entre un homme qui a fini ses études, interprété par Dustin Hoffman, qui va du coup avoir une relation avec une femme beaucoup plus âgée. Alors là, l'écart d'âge est moins important, mais voilà, moi j'ai trouvé, il y a un moment, une scène où, à la fin, où il court Dustin Hoffman, et pareil, il est filmé avec une très longue focale, et on a l'impression qu'il fait du surplace. Et voilà, et du coup, pour moi, cette scène finale-là du film, elle fait référence, enfin, je sais pas si elle fait référence à ça, mais en tout cas, ça m'a évoqué ça. C'est dans les films des années 70. Ouais. Je sais que tu m'avais parlé avant qu'on enregistre aussi de Al-Ashby. Oui, voilà, même, on revient sur, même si c'est pas exactement. Al-Ashby, tu peux peut-être en dire deux mots. Al-Ashby, je suis pas un grand spécialiste d'Al-Ashby, mais c'est un réalisateur ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, à savoir la génération, enfin, un petit peu, je crois qu'il me semble qu'il est un peu antérieur à celle du Nouvel Hollywood, mais en tout cas qui est arrivé. À la suite donc, de la fin de l'ère des studios où on avait ces jeunes barbus qui étaient Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma, Michael Cimino, qui ont pris un peu le contrôle des studios, qui ont commencé à réaliser des films plus entre guillemets personnels, influencés par les films européens, par le cinéma italien d'après-guerre, par le cinéma français. Et donc Al-Ashby, il s'inscrivait un petit peu dans cette mouvance de cinéma vérité, puisque voilà, c'était des films où on descendait un peu plus dans la rue, on essayait d'observer la vie, quoi, on sortait des studios. Et il a réalisé plusieurs films, dont Harold et Maude, qui est un des plus connus, qui raconte donc l'histoire d'un jeune obsédé par la mort, et qui a une histoire d'amour malgré tout avec une personne plus âgée que lui. Il a aussi réalisé Le Retour, qui est un film qui s'emparait donc de problématiques politiques avec la guerre du Vietnam, ou alors la dernière corvée, pour en citer un autre. Mais oui, après voilà, ça rejoint en fait cette espèce de repli sur soi. L'idée d'un film en tout cas doudou et en tout cas de se questionner, je pense, sur ce moment-là qui incarne une forme d'innocence
pour cette génération-là du cinéma américain, quoi. Et qui leur a servi un petit peu de tremplin, ouais. Pour, Ah oui, c'est vrai que si on était dans une espèce de cabinet psychanalytique, on pourrait dire oui, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous revenez sans arrêt aux années 70? C'est vrai que peut-être qu'effectivement, ces réalisateurs-là se réfèrent à cet âge d'or, parce que le réalisateur aussi était plus puissant par rapport au studio et compagnie. Il y a une histoire de renversement, hein, parce que, bon, on va pas faire un cours d'histoire de cinéma là maintenant, mais les réalisateurs de l'époque, avant les années 70, on va dire ils gagnaient leur pouvoir en fonction aussi des succès, de leur prestige. Ils construisaient une carrière, il fallait être producteur du film aussi, mais ils étaient employés par les studios. Là, en fait, c'est toujours le cas, mais disons que il n'y a pas encore ce culte il y a toujours l'argent qui fait partie de l'industrie du cinéma, mais on est à un point où voilà, il y a une espèce de renouvellement de jeunes auteurs cinéphiles, comme tu l'as dit, et c'était des films studio ultra personnels, ultra influencés par le cinéma européen, et qui comptent souvent parmi les films les plus vers lesquels on se tourne, nous, notre génération aussi. Et leur Voilà. génération, je pense aussi. Et leur génération, voilà. Du coup. Et bon, ce qui est drôle, justement, c'est aussi, voilà, PTA, donc c'est je pense qu'il se pense comme un héritier, voilà, notamment d'Altman aussi, que j'ai pas cité, qui faisait partie plus ou moins de cette génération-là. Et donc, il se renvoie, en fait, à cette génération, à l'aune, je pense, aujourd'hui, de ce qui est devenu le cinéma américain. Et c'est dire drôle, là, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte en parlant, de la citation de John Peters, qui est Oui, alors dans le film, il y a Bradley Cooper qui incarne John Peters, qui est une espèce de figure complètement folle, en fait, qui représente les excès un peu hollywoodiens, mais pas du côté des artistes, plutôt du côté des gens qui ont de l'argent mais qui sont un peu bébêtes. Bah, il a été producteur. Hein. Voilà, il a été À la base, il a producteur. commencé sa carrière comme coiffeur et il est devenu producteur. Il a produit pas mal de blockbusters à l'aune des années 2000. Je conseille évidemment c'était Kevin Smith qui en parlait. Wild Wild West. Voilà, le fameux Wild Wild West. Kevin Smith parlait d'une anecdote où il avait dû écrire un script pour John Peters. Wild Wild West de Barry Sonnenfeld. Voilà, avec l'araignée géante. Mais après, on va pas. Pour ceux que ça intéresse, c'est assez savoureux ce personnage dans le film. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie du coup aux conférences données par Kevin Smith, donc sur YouTube, elles y sont, et il y a des anecdotes assez savoureuses des dessus. extraits, oui, Voilà, et donc là on voit tout le côté fantasque de ce personnage dans le film. Mais voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il revient un petit peu. On a l'impression qu'il est sur ce point de charnière, tu vois, de basculement sur. On a le personnage de Peters qui est déjà là et qui va amener en tout cas vers l'évolution. En tout cas, il fera partie des C'est vrai qu'il fera acteurs. partie du cinéma un peu des yuppies. Ouais, voilà. C'est-à-dire les post-hippies quoi, qui du coup sont plus décomplexés dans leur manière de concevoir que l'argent c'est pas de souci, que voilà, c'est pas les intellectuels quoi, ils sont pas enfin, c'est Ouais, ça, ouais, non. tout à fait. Ouais. Mais je trouvais, Ouais, tu vois signifiant quoi. je trouvais signifiant en tout cas qu'il l'intègre en tout cas à ce moment, surtout quand on voit ce que cette période-là a signifié pour cette génération de cinéphiles, quoi. Oui, peut-être, ouais. Alors du coup, est-ce que c'est parce que c'est vrai que c'est un film qui se veut moins ouvertement référentiel sur le cinéma que le Tarantino quoi. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais il est présent. C'est ça. Mais il est qui- présent. Et notamment, voilà, la figure de Gary, qui est pas le protagoniste, mais en tout cas l'un des deux protagonistes du film, renvoie quand même régulièrement au metteur en scène. Il y a pas mal de séquences où il dirige Alana, mais elle se laisse pas faire évidemment, mais parce qu'elle a son caractère et que c'est plus elle, de toute façon, le protagoniste du film. Mais Ah, ça, oui, on faudra en parler, mais ouais. faudra en parler. Mais en tout cas, il y a des renvois, moi je trouve en tout cas, à la question de la mise en scène à travers le personnage de Gary quoi, et du metteur en scène, quoi. Je sais qu'apparemment c'est inspiré j'ai lu ça, que c'était inspiré d'un producteur qui produisait Big de Tom Hanks, là, Ouais. qui était enfant acteur, qui est devenu producteur. Ouais. Après, bon, on voit, quand on connaît un peu la biographie de Paul Thomas Anderson, il y a beaucoup de caractères quand même Autobiographiques. voilà, autobiographiques. Kagari, ouais, du coup, bon, ça c'est une chose. Du coup, oui, alors on a parlé du coup de ça, donc l'aspect référentiel, l'aspect donc le lien avec la chronique, voilà. Et du coup, on disait que dramaturgiquement, ce qui nous semblait structurer aussi l'intrigue, c'était le genre de la comédie romantique, voilà, qui est un petit peu détourné, qui fusionnait avec le genre de la chronique, en fait, je dirais. Voilà. Donc j'ai parlé tout à l'heure du lauréat hein, comme une des références. Bon, après, une référence, ça fait pas tout. Tu disais tout à l'heure le protagoniste, ouais, la question du protagoniste.
Alors nous, on n'est pas des orthodoxes du scénario. Je pense que honnêtement, il peut y avoir des chefs-d'œuvre avec un scénario tout à fait simple, comment dire, une proposition narrative qui est assez simple et qui permet de libérer de la mise en scène parce qu'on n'est pas dans des contraintes de gestion de l'information, d'arriver à faire que le spectateur comprend tel point et tel point. Voilà, il n'y a pas de problème. Malgré tout, le scénario, ça ne me semble pas être quelque chose, contrairement à une certaine doxa qui le dit, qui doit être méprisé ou qui doit être... on doit se méfier. Alors, voilà, je pense que c'est un point charnière, voilà, c'est un point à discuter, mais comme tout élément comment dire, de la fabrication du film, ça peut être ton allié quand tu fais du cinéma. Voilà. C'est juste ça que je veux dire. Et c'est pour ça que du coup, moi, strictement le point de vue scénario, il y a des scènes très bien qui fonctionnent, notamment, je pense, la scène avec John Peters. Ouais. Parce on intègre un antagoniste d'un seul coup assez fort, et on voit qu'il y a des enjeux narratifs qui se produisent, qui se déplient d'un seul coup. Avec, donc, dans le contexte de la scène, il n'y a plus de gaz dans la ville de San Fernando. D'essence. La ville, la région de San Fernando. C'est du pétrole. C'est du pétrole, oui, pardon. Parce que, évidemment, le film intègre aussi la crise du pétrole suite durant la présidence de Nixon. Quoi. Voilà. Mais du coup, voilà, et on voit que c'est pour cette séquence, je pense, elle tient aussi, c'est parce que d'un seul coup, narrativement, il se passe quelque chose. Quoi. Et on voit que les personnages sont un peu en danger parce que ce mec a l'air complètement fêlé. Et ils essaient un peu de lui faire à l'envers, mais il y a des circonstances qui font que ça devient compliqué parce que... Bon, je ne vais pas tout raconter, vous avez vu le film. Ça aurait pu être presque un court-métrage tout seul, cette rencontre avec John Peters. Quoi. Voilà, donc en fait, du coup, moi, il y a des séquences qui sont plus diffuses, mais qui tiennent juste parce qu'on se dit, ah ouais, la relation entre Gary Alana, et entre Alana, quoi. Et moi, je pense, du coup, un des trucs thématiques même qui ressort pour moi du film, c'est la question du rapport de pouvoir, un petit peu, qu'il y a entre les deux, dans une relation en tout cas. Il y a une espèce de truc où, alors, ils sont pas dans une relation en plus vraiment, enfin, ils sont pas en couple. Ils sont pas en couple, contrairement à Phantom Thread, où il y a un couple qui se forme et comment on arrive à mettre. Ils sont pas en couple. En tout cas, le film, au début, ils sont en couple. Ils font un binôme quand même. Voilà, c'est un binôme de création, puisqu'elle est sa partenaire d'investissement lorsqu'il fait son entreprise de lit avec des matelas à nous. Mais c'est vrai qu'il louvoie un petit peu, c'est-à-dire qu'au début, ils sortent ensemble, puis ils se séparent parce qu'elle tombe, en tout cas, elle commence à sortir avec Lance, donc, qui est son rival d'enfant acteur, quoi. Mais voilà, le film, en effet, narrativement, en tout cas, se structure sur la question de est-ce qu'ils vont être en couple ou se mettre en couple ou non, en fait. Voilà, et à partir du moment où, ça y est, ils sont à la fin, en fait, du coup, où il y a une déclaration d'amour et elle lui demande, enfin, il annonce qu'il va se marier avec elle et que le nom va changer, là, le nom d'Alana va changer, le film se termine. Donc on voit bien que c'est ça qui tient le film, en fait. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Jean-Luc Godard. Parce que j'ai entendu, j'ai entendu un sortie du cinéma, quelqu'un qui disait, oui, c'est un film expérimental. Expérimental, oui, t'as pas une intrigue majeure forte où, en gros, il faut arrêter la bombe avant qu'elle... Il n'y a pas une intrigue, voilà, mais c'est structuré quand même. Voilà. C'est structuré. Voilà. Après, voilà, moi j'ai des... comment dire ? Je me demande, voilà, à quel point le film... Après, peu importe, en fait, pourquoi pas. C'est cette proposition-là qui fait, quoi. C'est une chronique. C'est-à-dire qu'il y a des passages où, bon, on sait pas trop où ça va. Le film est structuré sur les différents... comment dire, le duel entre Alana et Gary. Alors, dans une comédie romantique, en général, traditionnellement, là je parle du point de vue du scénario, il y a un protagoniste, c'est un personnage qui désire l'autre, et l'antagoniste dans une comédie romantique, c'est l'autre personnage. Là, je pense que le film, il a voulu, tu disais que c'était Alana le personnage principal, on se pose, il y a des changements de point de vue un petit peu, mais c'est vrai que c'est plus peut-être Alana qui prend un peu plus le lead parce qu'elle est plus paumée que Gary peut-être, et finalement elle a plus de conflits intérieurs sur pourquoi elle n'est pas avec Gary. Et voilà, mais c'est vrai que Gary, en plus, il essaie de la séduire. Alors, c'est pour ça dépend des séquences peut-être. Ça dépend des séquences. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que dans la structure du film, c'est quand même, tu vois, même tout le troisième acte, enfin, entre guillemets, le troisième acte, c'est-à-dire la dernière partie du film où le protagoniste est soumis à un choix
Et c'est de ce choix-là va résulter la fin du film. Au final, Gary, ça devient presque un personnage secondaire. Il fait son entreprise de flipper, mais lui, il a déjà eu sa révélation. En tout cas, il sait qu'il aime Alana, et peut-être qu'il comprend peut-être enfin comment il doit l'aimer, mais c'est plus elle, avec la question de la politique, de comment... qu'est-ce qu'elle comprend en fait des rapports de couple et donc de domination, ce que tu disais, qu'au final, elle finit par revenir vers lui et qu'ils peuvent former un couple. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que le film nous dit, en fait, à partir du moment où les deux renoncent un petit peu à cette espèce d'avoir le dessus, un peu de manière sur l'autre, en fait. Ouais. Il n'y a plus ce truc de « Ah, c'est toi qui me désires. Ah non, c'est moi qui te désire. » Enfin, non, c'est l'inverse. « Ah, c'est toi qui me désire. Non, c'est toi qui me désire. » Voilà, cette espèce de truc où je veux être l'objet du désir. À partir du moment où je suis au-dessus de toi parce que tu es en faiblesse, en fait. Mais plutôt où ils acceptent d'être en faiblesse tous les deux, c'est là où en fait ils peuvent s'aimer, quoi. C'est là où le rapport de domination s'arrête, en fait, un petit peu. Voilà, c'est ma lecture un petit peu, le rapport de pouvoir un peu entre les deux qui se joue. Voilà, mais en tout cas, je sais pas à quel point c'est... Comment dire, ça émerge assez naturellement. Je sais pas à quel point c'est conscient peut-être du côté de Paul Thomas Anderson dans les séquences. Je sais pas comment il a écrit non plus les séquences. Est-ce qu'il est parti aussi des acteurs, des anecdotes? Je pense qu'il est parti sûrement d'anecdotes et il essaie, à mon avis, de placer les deux personnages là-dedans et de voir comment ça pouvait jouer dans leur relation ou pas, quoi. Surtout, en plus, ce qui est intéressant, c'est que le script, il l'a écrit quand il était jeune, apparemment, c'est ça? Oui, il avait un draft, en tout cas, peut-être d'une histoire comme ça. Ouais. Enfin, un draft, donc une version du script, une première version qui n'est pas achevée, quoi. Et ce qui est drôle, voilà, aussi, c'est que donc, ça rejoint un petit peu, un peu les thématiques qu'il y a sous-jacentes dans le film, à savoir, on revient sur les jeunes années, le rapport entre le jeune et la personne plus expérimentée, et voilà, quel rapport d'amour il y a entre les deux, quoi. Oui. Et après, moi, tu vois, c'est ce qui est aussi drôle, je trouve que le film, donc, il emprunte beaucoup à d'autres œuvres de PTA, notamment voilà, sur ce que tu dis sur la question du binôme, c'est un truc qui est extrêmement central de son Et les rapports de force. Voilà, et les rapports de force. C'est quelque chose qui, entre deux personnages. Qui en tout cas apparaît entre deux personnages. Vraiment visiblement à partir de Zero Blood, quoi. Où voilà, il y a le personnage de Daniel Plainview qui est donc quelqu'un qui cherche à exploiter le pétrole et un religieux. Voilà, cette espèce de duel qui charpente le film, mais aussi à l'intérieur du film, le rapport de Daniel avec son propre frère et son fils. Il y a un truc, de toute façon, alors ça vient pas de moi spécialement, mais je l'ai vu dans une vidéo de Wisecrack, c'est une chaîne américaine qui fait des analyses de films et d'objets pop culturels, quoi, surtout, qui disait voilà, que un des trucs aussi de Paul Thomas Anderson, c'était le rapport qu'il y a entre la famille et le capitalisme, et en quoi le capitalisme pouvait parfois permettre l'émergence d'une famille, mais aussi pourrir la famille. Et du coup, on pourrait généraliser cette problématique-là avec ce film-là, avec les rapports de... Donc, c'est même pas un couple en plus, c'est une séduction entre les deux et le capitalisme au milieu, tu vois. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas innaturel, le mec il devient entrepreneur, il commence à vendre des matelas gonflables. Bon, elle commence du coup après à flirter avec d'autres personnages quoi, du cinéma en plus qui est autour. Donc tu as... le personnage qui est joué par Sean Penn, qui est une sorte qui s'appelle Jack Holden, mais qui est une sorte de caricature de William Holden, il me semble, qui est un acteur de l'âge d'or hollywoodien. John Peters, on a déjà dit. Et puis il y a la dernière station avec Joel Walsh. Ouais. Donc c'est marrant parce que ça aussi, je l'ai lu quelque part et je trouve que c'est signifiant. C'est trois réalisateurs en fait. Il y a 3 acteurs qui sont 3 réalisateurs. Sean Penn, Bradley Cooper, Ben Safdie, et qui sont une espèce de 3 stations avant le moment où le couple va enfin advenir, quoi. Moi, des reproches que j'aurais à faire, quand même, enfin des reproches, je trouve qu'en fait, le moment où elle choisit de retrouver Gary est peut-être un peu faible, en fait. Enfin, un peu faible, non. J'ai beaucoup aimé le plan, quand elle est dans le... Il y a un plan fixe, en fait, qui est très bien foutu, où on voit... elle rejoint l'homme politique et son amant dans un restaurant. On comprend que l'homme politique l'a amené là pour faire écran de fumée parce qu'ils sont suivis et il ne faut pas qu'on apprenne que la relation homosexuelle de l'homme politique avec l'amant, voilà, que ça vient de compromettre
les chances de personnage de Ben Safdie de se faire élire. Et on voit qu'elle est entre les deux, et on voit qu'elle est dans un miroir, et c'est un plan sur elle. Et pour le coup, bon, en plus là c'est là aussi je pense que c'est indiciel, c'est métonymique même du film en lui-même. C'est un film sur l'actrice, c'est un film sur des acteurs, et on voit qu'il focalise sur elle. Il n'y a pas besoin de faire grand chose de plus. Le plan est assez malin parce qu'il intègre d'une manière, du coup, par les reflets, les deux autres personnages, mais on est sur ses réactions à elle, comment elle se positionne par rapport à ça. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'elle va aller rejoindre Gary. Et Gary aussi, donc il a une espèce de prise de conscience parce qu'il demande, il est dans sa fête pour le flipper là, et Il demande à chaque fois il si demande elle est-ce qu'elle est là, et elle n'est pas là, et donc il y va. Voilà. C'est vrai que, bon, je suis sur le plan strictement dramaturgique, il ne faut pas ramener tout à ça. Sur le plan formel, là je vous dis, le plan est chouette ou quoi, mais sur le plan strictement dramaturgique, je pense que ça aurait pu être plus fort en fait, le moment où il décide. Mais c'est vrai que ça paraît être plus proche de la vie, quoi. Ça paraît être un truc, bon, ils décident tous les deux de se réunir à partir du moment où. Mais surtout moi, ce qui, je pense, pose problème, et c'est aussi là que, bon, voilà, on voit quand même qu'il y a une structure qui est quand même inféodée au scénario, malgré tout, dans le film. Mais c'est ça, on revient, là, on parle beaucoup de scénario dans le film, on a parlé un petit peu Parce que formellement. bon, voilà, la mise en scène... La mise en scène est chouette, il y a beaucoup chouette. Enfin, mais chouette. Disons qu'elle est singulière. Voilà, c'est des plans-séquences, beaucoup de plans-séquences, avec des longues focales. C'est pas si évident et pas si courant, parce qu'en général, les plans-séquences ont tendance à placer des personnages dans le cadre et essayer de les faire évoluer, et de faire des gros plans à l'intérieur du plan-séquence. Et par exemple, Spielberg ferait ça. S'il ferait des plans-séquences, Spielberg, il va commencer, au lieu de faire plusieurs plans, en fait, il fait un seul plan-séquence. Et il fait, le personnage s'avance, on voit sa main, et puis on va élargir, on voit le cadre, et puis on va le repositionner à l'espace. Et donc, on va avoir un choix de focale qui va être plutôt courte pour pouvoir faire ce type de plan. Et là, en fait, on est sur les visages, on est sur les personnages, enfin, essentiellement. Donc, c'est assez singulier, je pense, en fait, ce travail-là. C'est en ça que je trouve qu'elle est notable. Et ça aussi, l'avantage de ce plan séquence, je pense, dans la stratégie de Paul Thomas Anderson, c'est de permettre aux acteurs de vivre plus, de ne pas être inféodés au montage. C'est eux qui donnent le tempo et qui font vivre la prise. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi aussi ce dispositif. Même si, bon, c'est un dispositif récurrent. Le plan séquence, c'est quand même quelque chose qui... Oui, qui travaille depuis même ses premiers films, quoi. Depuis l'ouverture de Boogie Nights, c'était un plan séquence de 3 minutes sur tous les personnages du récit. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, bon, on parle beaucoup de dramaturgie parce que c'est vrai qu'il y a la mise en scène en tant que telle. Il y a les acteurs, je pense. Voilà. Il y a l'étrangeté, le visage. Moi, j'aimerais parler aussi du visage d'Alan Haim, quoi. C'est pas un visage d'une beauté hollywoodienne. C'est un visage qui est... il y avait une phrase, je sais plus qui c'est qui disait qu'il fait quelque chose qui est un peu de monstrueux chez les acteurs. Que la beauté, en tout cas, il faut qu'il y ait une part de laideur chez l'acteur, voilà. En tout cas, pour qu'elle soit fascinante. Et le film la rend iconique, mais il y a quelque chose de singulier dans son visage, quand même. Donc voilà, donc je pense que les acteurs sont au centre de son dispositif. Le scénario aussi, on revient sans arrêt sur le scénario, parce que malgré tout, il veut nous raconter une histoire. Voilà. C'est pas un cinéaste qui va reléguer le scénario au second plan. Et c'est pour ça que du coup, on est un peu en train de titiller la petite bête et de dire, bon, sur ce point-là, sur le plan strictement de la comédie romantique, j'aurais aimé être plus emporté. Je vois un peu plus les filles, enfin comment dire, ça m'emporte pas sur le plan scénaristique en fait. Comment ça se résout finalement. Surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui travaille, et j'ai l'impression qu'il travaille en fait. Tu vois, quand on revient sur un film comme Inherent Vice, qui est une adaptation d'une nouvelle de Thomas Pynchon. C'est un roman de Thomas Pynchon. Un roman, excusez-moi, de Thomas Pynchon, donc qui est une sorte de récit un peu paranoïaque, je crois, de pastiche de romans noirs. Voilà, avec des digressions à la Pynchon. Moi, je ne suis pas spécialiste, voilà. Je n'ai pas lu du Pynchon. On n'a pas lu Pynchon, donc on ne peut pas parler. En tout cas, voilà, il avait choisi ce film-là. Il avait tenté de faire presque à la vision une sorte d'anti-film noir, quoi. Un film vraiment de digression, avec en plus une stratégie de mise en scène très étrange, avec que des chants contre chants. Mais en tout cas, c'est pas la première fois. J'ai la sensation qu'il cherche l'égarement, qu'il cherche un petit peu à partir d'une structure plutôt cadenassée, classique, pour essayer de faire arriver de la nouveauté avec les acteurs, avec Mais je crois que tu as raison. Hein. Je crois que tu as raison, et je me demande en fait s'il essaie pas de... Je pense qu'il sait écrire. Enfin, comment dire Phantom Thread, pour moi, je trouve, en tout cas, on revient un peu plus vers le canon classique. Mais c'est classique, mais tu vois, il y a des éléments qui sont... comment dire, qui trancherait un petit peu dans du scénario classique, c'est pour ça que hollywoodien. Voilà. C'est pour ça que c'est pas même par rapport à Hitchcock. Tu parlais d'Hitchcock, je trouve qu'il est allé plus loin, plus loin. En tout cas, dans une direction. Mais il y a une modernité. Voilà.
Hitchcock, si tu veux, il va être dans un truc où tout narrativement doit faire sens, les pièces doivent s'imbriquer parfaitement. J'aurais tendance à presque dire que la modernité en cinéma, voilà, quand je dis la modernité, c'est pas pour valoriser, c'est pas que pour valoriser, c'est pour dire ce que c'est, quoi. La modernité, c'est Antonioni qui va, même Hitchcock, qui va dire bon, ben on va tuer le personnage principal. Et disons que il va y avoir des transgressions dans les règles. Je pense que parfois lui, il se base sur un canevas classique et il va apporter il va essayer d'être dans la modernité en opacifiant certaines scènes sur les enjeux narratifs ou en essayant de transgresser certains points narratifs. Mais voilà, après, toute transgression est-elle féconde? Ça, c'est une autre question. Voilà. Moi, je sais que je me demande, parce que je trouve qu'il y a de la modernité énormément chez le Tarantino aussi. Pour moi, c'est Tarantino qui a le point là, en tout cas sur le plan scénaristique. Je trouve que ça tient mieux sur ça. Alors, on faudrait parler de Once Upon a Time in America. Sur le Tarantino. Voilà, parce qu'il y a des choses à redire aussi. Enfin, moi, j'aurais des choses à redire sur le Tarantino. Mais je me dis, voilà, moi, ce que j'aurais envie de dire, pitié, c'est pas mal, t'es dans ton numéro de funambule et t'arrives bien à être dans un équilibre entre modernité, classicisme, et tu t'en sors bien. Peut-être que sur la fin, j'aurais aimé être un peu plus emporté par la romance. Même on voit qu'il y croit pas tout à fait, parce qu'à la fin, c'est un pastiche. Il nous pastiche la scène où il y a un chant contre chant, notamment entre les deux, et ils se courent l'un vers l'autre. Et on voit qu'ils vont se percuter, en plus. Du coup, c'est la mise en scène, elle enregistre ça, on voit qu'elle y croit pas, en fait. Enfin, c'est pas... elle est consciente, je pense. Des effets qu'elle utilise. Ouais, elle est consciente que c'est un moment iconique du cinéma. Donc elle y croit, il chute. Tu viens de passer 2h30, 2h20, je sais pas combien il fait le film, 2h20. à nous raconter cette histoire, et à la fin tu veux nous dire non mais en fait j'y crois pas. Enfin, en tout cas, qu'il y a quelque chose de... Ou il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... Ou alors que le cinéma, ou alors peut-être c'est la vie n'est pas à l'auteur du cinéma, ou un truc comme ça, je sais pas. Je pense qu'il est vraiment plus du côté de la vie, quoi. Bah, et c'est surtout aussi, je pense que l'effet d'atténuation qu'on a sur la dernière scène, c'est que... il y a presque une sensation de bégaiement, je trouve, dans le film, où on a tout ce passage où elle se sépare de Gary, elle va rejoindre Jack Holden, donc elle poursuit une carrière plus... on voit qu'elle tente de poursuivre une carrière d'actrice, et donc elle abandonne Gary pour tomber dans les bras de Jack Holden, donc qui est joué par Sean Penn, et on a donc ce moment de crise où donc elle cherche ce qu'elle veut, donc elle a l'air d'être charmée par Holden, mais qui l'abandonne au final, et c'est Gary qui se précipite pour venir la voir, et il retombe en tout cas en binôme. À partir de ce moment-là, on a déjà eu un passage de crise sur perte de foi et l'autre qui vient chercher l'autre derrière. Et là, sur la fin de son film, il nous fait plus ou moins la même structure, c'est-à-dire qu'il reprend les mêmes effets avec... Elle commence à perdre foi en Gary, elle se met à rentrer donc à faire de la politique, à chercher du sens, c'est vrai. Donc on revient sur à peu près la même stratégie. Bon, il le met en scène peut-être d'une manière un peu plus, cette fois-ci vraiment sur elle, tu vois, en termes de révélation, de son point de vue. Mais c'est vrai que moi j'ai eu la sensation, en tout cas, qu'on revoyait un petit peu la même séquence et qui nous faisait du coup, c'est la fin, on emballe et on met et on sort comment ça s'appelle, les tropes du genre. Tu as raison. Du coup, voilà, moi enfin, comment dire, je peux pas crier au chef-d'œuvre. Je pense que c'est un très bon film. Non, et je pense que sur énormément de points, il réussit ce qu'il entreprend et c'est très revigorant. Voilà, après, bon, comment dire, on n'a pas le monopole du bon goût. Nous, c'est vrai que, comment dire, dans mes valeurs esthétiques, la notion d'équilibre est importante. C'est vrai que là, je pense que là, on est plus dans le côté de la vie que le cinéma, et que dans le cinéma. Moi, parfois, je me dis, j'aimerais bien être un peu entre les deux. Voilà, en tout cas, je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a manqué, en tout cas, sur ça. Je pense sincèrement que, voilà, surtout sur les comédies romantiques, c'est des choses qui tapent vraiment sur les affects quand tu les regardes. Et le fait de ne pas être en amour totalement, je pense, pour la situation, j'ai eu quand même une distance vis-à-vis de ces séquences-là. Oui. Mais lui aussi a une... Et voilà. Et il a une distance. Et je suis désolé, ton boulot en tant que cinéaste, putain, mec, c'est d'y croire. Ouais. Si tu es un metteur en scène, tu dois y croire à ce que tu filmes. Sinon, tu le filmes pas. Ou alors, si tu n'y crois pas, t'es critique. Mais là, en fait, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. En fait. Je me demande s'il s'est pas un peu heurté à la fin sur... Ah, merde.
Ben ouais, en plus c'est bizarre parce que quand tu reprends par exemple la fin de Magnolia, qui est un autre film, qui est un film beaucoup Il y a un plus- miracle cinématographique. Ouais, il y a un miracle. Il y a Voilà. l'idée des grenouilles qui tombent. Et, il y a là. et donc il y a le film aussi, pour ceux qui l'ont vu, il y a le personnage de John C. Reilly qui joue un Tombe du flic. ciel, pardon. Ouais, il y a une Pas sorte phrase. d'apocalypse. Et donc à la fin du récit, voilà, il y a le personnage le personnage de John C. Reilly qui, je crois, drague une junkie en fait. Et il y a ce rapprochement qui est filmé entre ces deux acteurs et leurs deux personnages durant tout le film. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, en tout cas, j'y croyais plus. Alors c'est peut-être parce qu'il y a la musique pop d'Amy Mann derrière ou un truc comme ça. Mais je sens qu'entre ce film-là et la fin, ou voire même Punch Drunk Love, qui est un film qu'il a tourné entre, qui était un film quand même d'une... Ah, on y croyait plus. On y croyait Mais pour plus. le coup, Punch Drunk Love a une structure, même s'il y a des bizarreries, Ouais. il a une structure plus classique. Il a un protagoniste. Et clairement, c'est du côté de Barry Egan que le film se joue. Alors que là, il y a déjà une hésitation un peu entre les deux, je pense, malgré tout, qui complexifie un petit peu. Je sais pas, encore une fois, on parle que sur le plan dramaturgique, mais qui complexifie, à mon avis, sur le plan du scénario, comment tu écris ton film. Et qui affaiblit peut-être un petit peu, quand même, le film. Peut-être. Moi, j'aurais tendance à dire un petit peu, quoi. Ça m'a paru un peu plus hésitant. Voilà. Ouais. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus offensif, Voilà, voilà. tu cherches un point d'orgue. On sait où on va, quoi. Qu'on t'emporte. Quoi. Voilà. T'emporte Moi, j'avais été totalement. emporté. Ouais. Et je pense que sur ce type de film, il faut être emporté pour que ça fonctionne à 100%. Voilà. Mais bon, ça reste un film intéressant sur plein d'aspects. Ça reste un film... Je pense que je suis curieux de voir ce qu'il va faire après. Voilà. C'est pas... Pour ces raisons-là, ce n'est pas mon Paul Thomas Anderson préféré. Mais bon, un réalisateur n'est pas sommé de sortir Voilà. une grosse cartouche tous les fois où il fait un film. Sachant qu'en plus, Phantom Thread, je trouve, est vraiment très impressionnant. Et, donc j'aimerais bien qu'on refasse un podcast d'ailleurs dessus pour essayer de le revoir. Ouais. Phantom Thread, pour en Ça parler. pourrait être intéressant, un futur podcast sur Phantom Thread. En effet. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à dire, des recommandations pour les gens qui veulent alors, se du coup, ce plonger, serait intéressant de revoir effectivement Punch Drunk Love, qui est plus direct dans sa représentation de la comédie romantique, mais peut-être qu'il y a moins ce truc de chronique. Même s'il y a déjà des éléments, hein, il y a déjà des figures un petit peu qui viennent un peu se mettre d'entre les... empêcher la relation des deux, genre Philippe Seymour Hoffman dans Punch Drunk Love, qui est un peu l'équivalent, je dirais, d'un John Peters dans Licorice Pizza. Ouais, donc revoir ce film-là, je pense que c'est intéressant. Le Tarantino aussi, c'est intéressant de le voir. Moi, je me demande, pour la suite de Paul Thomas Anderson, clairement, je trouve que son équilibre, en tout cas, entre classicisme du cinéma américain et modernité, donc du coup, si vous avez compris, c'est vraiment un héritier du nouvel Hollywood. Et cet équilibre-là, il était plus réussi, à mon sens, dans Phantom Thread que dans Licorice Pizza. Mais bon, j'attends de voir la suite. Exactement. Toujours curieux de voir, parce que ça reste quand même un auteur précieux, d'autant plus qu'il n'y a que très peu d'auteurs américains qui arrivent encore à faire des films. De ce calibre-là, qui arrivent encore à faire des films et qui même ont émergé. C'est malheureusement cette génération des années 90, puisqu'il a commencé à faire des films des années 90, comme James Gray, Tarantino, James Gray, ils ont pas les trop de Coen. succès. Les Coen, c'est les années 80, mais ça reste aussi quand même un peu des auteurs qui viennent du cinéma indépendant. Indépendant. Il n'y a pas eu trop de relève, malheureusement. La relève s'est un petit peu fait absorber soit par les films Marvel, soit par les séries aussi. Par les séries aussi. Voilà, je pense que c'est plus compliqué d'être un réalisateur en pleine possession de ses moyens dans le cinéma américain aujourd'hui. Il y en a toujours, sûrement. Il y a toujours des créateurs, mais c'est vrai que là, la période actuelle, le contexte est compliqué. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant du coup vis-à-vis du film, c'est se poser la question de la question de cette modernité et donc de tout cet héritage de ce cinéma du nouvel Hollywood. Qu'est-ce qu'il faut en faire, quoi ? Qu'est-ce qui reste dans le paysage américain et qu'est-ce qu'il faudrait en faire dans le futur, quoi. Je sais que c'était Jean-Baptiste Touré qui en parlait, parce que lui, Jean-Baptiste Touré, qui est donc un critique et essayiste de cinéma, un essayiste, un essayiste, qui en discutait et qui disait voilà, qu'on était beaucoup resté sur cette période-là et que maintenant, il fallait peut-être aussi revenir au classique et, pour pouvoir aussi construire quelque chose d'autre.
et pas quelque chose qui se mord la queue et qui reste sur ces films-là. C'est vrai que du coup, tu parlais de la nostalgie à l'ouverture. Ouais. Et peut-être, alors c'est toi qui l'as dit, si Ouais. tu veux le dire, vas-y. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un film qui est extrêmement nostalgique, qui est un peu replié sur lui-même. Qui est un peu. On reprend. alors, mais pas de la même manière je- que le Tarantino, tu vois. Moi, j'ai une piste, mais ça, c'est parce que j'ai entendu une interview de Paul Thomas Anderson. Ouais. Il a dit, parce que là, il fait des films avec de nouveaux acteurs, deux personnes, du coup, qui sont nées dans les années 2000. Voilà. Et pourquoi il n'aurait pas pu faire le film dans les années 2000 ? Pourquoi il ne fait pas ce film sur la jeunesse de maintenant ? Pourquoi ? Et il a dit un truc dans l'interview. Il a dit, mais il y a le piège des portables. Alors, il m'a dit, et tout en disant qu'il était un vieux con et compagnie. Mais c'est vrai que ça pose question sur la cinégénie de la jeunesse de maintenant. Et aussi, au-delà de la cinégénie, sur notre capacité en tant que civilisation aussi, à nous projeter, à nous raconter une histoire. C'est ça aussi, hein, à nous raconter une histoire pour faire quelque chose. Donc on a eu Don't Look Up récemment, que je sais pas, on n'a pas traité le film, peut-être qu'on le traitera, je sais pas. Qui donc, on est dans des temps apocalyptiques. Apocalyptique, peut-être pas dans le sens biblique, révélation ou compagnie, mais on est dans des temps de fin des temps, quoi. On est dans un truc où on ne sait pas où aller, quoi. On est vraiment dans un... Et le cinéma américain, ça se sent. Et comme tu disais, le fait que c'est les années 70, on sent qu'on y revient parce qu'il y a un âge d'or, on ne sait pas où aller, il n'y a rien à raconter, quoi. Les années 2000, on ne sait pas quoi filmer. Mais après, peut-être qu'il aurait pu faire un film sur ces jeunesses qui ont ces pulsions vitales, qui sont toujours débordantes d'énergie et compagnie, tout en intégrant la question portable, la question des réseaux sociaux, la question comme ça. Peut-être qu'il y avait un grand film à faire comme ça. Et peut-être que c'est ça ce qui aussi dessert un petit peu son projet. Ouais, ou alors il veut. Mais est-ce que c'est possible ? En fait, il avait l'air de dire que c'était pas possible, en fait. Ben, je pense que. À cause du Covid, à cause Ouais. de tout. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est C'est compliqué. très quoi. compliqué. Moi, je pense qu'il s'est facilité la vie. Enfin, je sais pas. Je pense mais c'est pas un problème dans l'absolu. Voilà. Je pense qu'il s'est facilité la vie. Maintenant, j'ai envie de dire, Paul Thomas. Bon, après, il adore faire des films contemporains. Oui, Pas oui. contemporains, d'époque. pardon. D'époque, ouais. Il a du mal à être dans le contemporain. Mais la plupart, hein, même James Gray, Ouais. aujourd'hui. On a du mal à être dans le contemporain, on a du mal à habiter cinématographiquement cette époque. Je pense que c'est aussi, voilà, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a des choses à filmer quand même là. Tu vois. Donc moi j'aurais envie de dire, Paul Thomas, si tu veux... Paul Thomas. Mais oui, Paul Thomas. Écoute, mon petit Paul. Mais oui, mais Mon petit Paul. moi je considère, Ça va te donner les bons points et les mauvais points. Les gens, voilà, les réalisateurs, c'est des amis. Voilà, à force de voir les films, à force de discuter de thématiques ou quoi, tu deviens proche d'eux d'une certaine manière. Voilà. C'est une connexion indirecte. Donc moi j'ai envie d'appeler Paul Thomas, comme j'appellerais n'importe quel réalisateur. Appelle-le Paul, je pense, tout court, parce que c'est plus simple. Bon, mais ça me fait rire de l'appeler Paul Thomas. Ok, bon. Paul Thomas, PTA, Mr. P, Monsieur P. Non mais bon, Paul. Ouais, je pense qu'il y a un truc à faire dans ta cinématographie si tu mettais à risquer quelque chose, d'aller tourner un film contemporain. Ouais. Je pense vraiment, ce serait intéressant que tu t'y frottes. Ouais. Déjà, je pense que ça permettrait, mais est-ce qu'il peut le faire, ça ? Parce qu'il est tourné vers le passé, quand même. Il est tourné vers d'autres cinéastes aussi. Les cinéastes cinéphiles, en fait, sont tournés un petit peu vers le passé. Et nous-mêmes, toi, tu le sais, Nico. Bon, on n'est pas des cinéastes, on va pas se... mais je sais que, naturellement, on est plus... Il y a un truc, quand même, dans l'histoire du cinéma, je trouve, qui est rassurant. Enfin, pas dans l'histoire du cinéma, mais dans la cinéphilie, pardon. On a envie de regarder des films. Moi, je sais que c'est plaisant dans les années 60, dans les années 50, peut-être à tel endroit, telle époque ou quoi. Il y a un côté voyage dans le temps. Ça refait vivre des époques. Et c'est aussi le propos du Tarantino. C'est aussi ça, tu disais nostalgie. Il y a moyen de se louver dans les époques. Tarantino, il disait je fais mes films comme j'aime bien l'idée que ça fasse soit des disques, qu'on puisse se repasser. Et tu as envie de te mettre dans une époque, tu vas mettre ton film. Voilà. Bon. Peut-être qu'un des défis, ça serait d'arriver à rendre cette époque habitable. C'est très compliqué de faire un film, comme tu dis, à l'époque de maintenant, mais je pense qu'on en a besoin. Il faudrait le faire. Mais je pense que peut-être c'est ça qui fait que la bonne adhésion n'est pas complète. Outre ce qu'on a dit sur le scénario ou quoi, mais je me dis, est-ce que ça libérerait pas un peu alors déjà, voilà, je sais pas s'il le fera, parce qu'il fait beaucoup de... Mais justement, Punch Drunk Love, c'était un film contemporain. Donc il est quand même capable de faire des films contemporains. À l'aune des années 2000, qui n'était pas encore Oui. l'époque dans laquelle on est maintenant. Donc voilà, mais du coup, moi j'ai envie de dire, que ce soit PTA ou que ce soit d'autres cinéastes,
Tarantino, il est trop cinéphile, trop sur un discours sur le cinéma, j'ai l'impression, pour le faire. Je me trompe peut-être. Hein. Qu'est-ce que ça va être le dernier film de Tarantino? Parce que ça aussi, on est dans les cinéastes qui sont en train de finir leur œuvre. Hein. Que ce soit, bon, on dit que c'est des jeux, on dit que c'est des cinéastes actuels, contemporains, mais ils sont peut-être plus actuels et contemporains. Ils vont faire peut-être plus de films que Scorsese ou Spielberg. Voilà, mais on est quand même dans des trucs où il faut se projeter dans le présent aussi. Et dans le cinéma, alors le cinéma américain, qu'il ait renoncé à ça, je pense que c'est difficile, en termes d'avoir une narration. Ouais. Je pense des cinéastes qui sont moins branchés scénario, qui sont plus dans d'autres problématiques, qui sont plus de facilité dans le contemporain, mais du coup ils disent pas grand chose. Moi je pense qu'on a vraiment besoin de narration quand même, un petit peu quoi. Je pense que ça rejoint aussi, on parlait de Don't Look Up tout à l'heure. Je pense que c'est difficile de parler de l'époque actuelle sans tomber dans une forme de pessimisme radical. Radical. Ouais. Mais c'est comment articuler le pessimisme avec un peu de l'énergie vitale, quoi, et qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense il y a vraiment un enjeu pour le cinéma américain qui a été le cinéma où tu disais qu'il fallait se refaire référer au cinéma hollywoodien classique. Tu disais que Toré il disait Jean-Baptiste Toré, il invitait même la cinéphilie actuelle à aller revisiter les classiques du cinéma des années 30, 40, 50 américains. Voilà. Parce qu'il disait que la bataille des soignistes, ces films-là étaient connus, maintenant il faut revenir voir les John Ford, voir les Howard Hawks et compagnie, les classiques. Donc, et ces films-là, en fait, ils étaient dans une espèce de construction idéologique et ils étaient dans le cinéma des idées, en fait. Et c'est vrai que ça donnait de l'élan. On n'était pas... Mais ça a des limites, du coup, hein, parce qu'on n'était pas dans un truc avec la nuance de l'être humain ou quoi. On est vraiment avec des idées, essayer de valoriser les idées, en fait. Montrer en quoi il peut y avoir de la beauté dans le monde, chez les gens et compagnie. On a peut-être besoin un poil de revenir un peu là-dedans, je sais pas. C'est peut-être un peu réactionnaire ce que je dis, je sais rien. Bon, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Ouais, à réfléchir. On va quand même se donner rendez-vous au prochain épisode de Kinobro. D'ici là, continuez à regarder des films, et puis à très vite. À bientôt.